Les impatientes, chapitre 6. Mon père, gêné par la tournure des événements, il n'aimait pas manquer à la parole donnée, informa la famille d'Aminon. Le destin en a décidé autrement, affirma-t-il. Et, magnanime, il proposa à Aminou de choisir une autre de ses filles. Zaïtouna, ma demi-sœur, a juste quelques mois de moins que moi. Ou alors, Jamila, oui, ma sœur de même mère. Elle a 1 an de moins et nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi pas elle? Ou alors n'importe laquelle des filles de mes oncles. Il y en a bien encore une dizaine à marier. Scandalisé et fou de colère, Aminou rejeta fermement la proposition d'échange. Accompagné de son ami Amadou, aussi déçu que lui, il insista pour voir notre père et le convaincre de revenir sur sa décision. Dès que celui-ci aperçut les jeunes gens, il grimaça agacé, puis les apostropha. « Dis-moi, Aminou, voilà des jours que tu me harcèles avec la complicité de mon propre fils de surcroît. Je t'ai déjà dit ce que j'ai à te dire. Penses-tu que c'est en te comportant ainsi que je changerai d'avis? Je t'ai suggéré de choisir une autre de mes filles. Dis-moi celle que tu voudras avant que je ne change définitivement d'avis. Tu fais honte à ton père et à toute ta famille. Je ne veux aucune autre de vos filles. J'ai demandé la main de Ramla et vous me l'avez accordée. Je n'ai rien fait de mal pour que vous repreniez votre parole. Mon frère avait déjà accordé sa main à un autre. Dis-toi, tout simplement que le destin en a décidé ainsi. Je m'étais entendu avec Ramla. Ramla est une fille et elle est bien élevée. Elle se mariera avec qui on lui dira. Mais enfin, Baba, coupa Amadou. Le monde a changé, les filles ont le droit. Fous-moi le camp, petit insolent. Je te vois venir toi aussi. Fais attention à toi, Amadou. Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles des droits des femmes. Où est passée ta pudeur, ta bonne éducation? Que veux-tu m'apprendre de plus? Tu oses me contredire? Quelle impolitesse, quelle impudence. Dégagez tous les deux à présent, ça suffit. C'est bêtise. Toi, Aminou, mets-toi ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Tu n'épouseras pas Ramla, oublie-la à tout jamais. Les jeunes gens, soutenus par quelques camarades, manifestèrent bruyamment dans toute la ville, scandant que le vieux devait avoir honte de disputer la fiancée promise à un plus jeune. Il fit tant de bruit que mon oncle Ayatou se fâcha et envoya les plus agités en cellule pour calmer leurs ardeurs. Furieux du comportement d'Amadou qui avait osé le défier publiquement, craignant que toute cette agitation ne froisse Aladji Issa et inquiet de la tournure des événements, mon père convoqua mes oncles Ayatou et Moussa et il me fit asseoir en leur présence au salon, à même le tapis à côté de ma mère qui avait été convoquée elle aussi. Consciente qu'elle n'était pas conviée pour une partie de plaisir, ma mère était si angoissée qu'elle semblait retenir son souffle, les lèvres pincées. Mon père, majestueux sur son canapé d'une froideur implacable, nous dévisagea toutes les deux longuement avant de s'adresser à ma génitrice avec arrogance. « Dadiel, je ne te connais pas d'insoumise. D'où vient-il que ton fils ose me faire honte dans toute la ville? Et ta fille, il paraît qu'elle dit haut et fort aimer ce petit voyou. J'espère que je me trompe, Ramla. Je ne dis mot et baissai les yeux. Mais je me mis à pleurer en silence, il continua. Oseras-tu me défier, fille de rien? Oseras-tu m'humilier avec ton frère pour sa magnanimité et t'avoir trouvé un homme qu'au fond, tu ne mérites pas? Fit-il en haussant la voix très en colère. Voilà le résultat de laisser des filles trop longtemps sur les bancs de l'école. Elles se sentent pousser des ailes et se mêlent de tout. Le mariage n'est pas qu'une question de sentiments. Au contraire, c'est d'abord et avant tout l'alliance de 2 familles. C'est aussi une question d'honneur, de responsabilité, de religion et j'en passe. Mon père avait toutes les peines du monde à masquer sa colère. Il avait bien marié une dizaine de filles sans accroc. Alors ma révolte, quoique discrète, l'irritait profondément. Une exaspération d'autant plus grande que les enjeux de ce mariage allaient au-delà d'une simple union maritale. Il continua à l'attention de ma mère. Si jamais ta fille ou ton fils prononce encore un seul mot de travers, je te répudie. Non, sur la tête de mes frères ici présents,
Je te répudierai plutôt 3 fois qu'une. Je pense avoir été plus que patient jusqu'ici. Est-ce que c'est clair? Je t'en conjure, elle a dit, ce n'est vraiment pas ma faute. J'ai parlé aux enfants autant que j'ai pu. Ils ne m'écoutent pas tout simplement. Mon oncle, très tendu, se leva et renchérit. S'ils n'écoutent pas leur mère, c'est que ce sont des enfants maudits. Ramla, si jamais une seule parole négative à l'encontre d'Aladji Issa franchit tes lèvres, je viendrai moi-même t'apprendre la pudeur et la retenue qui conviennent à une fille bien élevée. Espèce de petite ingrate, as-tu déjà manqué de quelque chose qui t'a inscrite à l'école? Tu ne te rends même pas compte qu'à cause de ton comportement et de celui de tes voyous d'amis, tu mets en péril mes affaires et celles de ton père. Toi qu'on disait intelligente, tu veux que les impôts nous tombent dessus si cet homme politique se fâche? Tu veux que ce principal fournisseur refuse de nous livrer? Tu veux peut-être même nous voir ruinés? Non, fiche d'une voix à peine audible, sentant mes convictions se dérober. Alors je te somme de te comporter en fille digne. Je t'envoie ce soir mon employé avec quelques albums de meubles à choisir. J'espère que tu sauras coopérer et prendre les plus belles choses pour ta future maison. Je ne veux pas que tu aies triste mine devant ta future coépouse. C'est moi qui t'offre tous les meubles de ton mariage. Maintenant, tu peux y aller. Je sortis sans un mot, laissant ma mère recroquevillée dans un coin. Derrière moi, j'entendais mon père et mon oncle lui adresser des sémonces. Désormais, elle payerait le moins de nos faux pas. C'était le pire chantage qu'il pouvait faire à mon frère Amadou et à moi. Échec et mat, c'était fini, je l'avais compris. Aminou s'enfonça dans la déprime. Il ne mangeait plus, ne se lavait plus et traînait à longueur de journée une mélancolie qui n'en finissait plus. Effrayé à l'idée que son fils puisse perdre la raison, son père le renvoya en Tunisie. Quant à Amadou, on le somma de se taire une bonne fois pour toutes sous peine de retourner en cellule et cette fois, pas pour une journée. De toutes les manières, il n'aurait pas pu se risquer à faire répudier notre mère. Nous sommes en effet témoins tous les jours des injustices que subissent nos frères dont les mères sont répudiées pour ne pas mettre nos plus jeunes frères consanguins dans la même situation. C'était fini. Aminou était parti et je suis restée. Seule devant la perspective d'un mariage avec un inconnu, seule avec mon angoisse, seule avec mes larmes, il ne me restait plus qu'à pleurer mes illusions perdues. Et ma mère ne cachait plus sa rancœur à l'encontre d'Aminou qui avait non seulement détourné du droit chemin son fils, mais aussi dérangé l'esprit de sa fille. Elle lui inventait tous les défauts. C'était un coureur de jupons et forcément il buvait et fumait. Du coup, Aladji Issa possédait toutes les qualités. Il était riche, j'aurais tout ce que je désirerais. C'était un politicien, je serais respecté et considéré. Il était plus âgé, je le manipulerais d'autant mieux. Il avait une femme et des enfants, il serait plus sérieux. À longueur de journée, je n'entendais plus que parler que de mon prochain mariage. J'étais harcelée de toutes parts. Jamais de toute ma vie je n'ai été aussi seule. Le tout se resserrait autour de moi. Personne ne prenait la peine de me demander si j'étais heureuse ou malheureuse. La seule chose qui leur importait, c'était cette cérémonie extraordinaire qui devait aller avec tout mariage digne de ce nom. L'excitation gagnait tous les quartiers de la ville. J'étais la nouvelle coqueluche de Maroua, la plus convoitée des filles. J'étais parvenue à rendre fou d'amour un homme réputé pour sa richesse, sa rigueur et son exigence envers les femmes. J'avais même réussi le double exploit de le rendre polygame, c'était conditionnel monogame. Et, plus spectaculaire encore, j'avais pu le distraire de cette épouse farouche et possessive qui, selon la rumeur, était une cliente fidèle de tous les marabouts de la ville et même de plus loin encore. Bref, je passais pour une héroïne. En catimini, les femmes de la famille me parlaient du mariage comme d'un devoir auquel on ne pouvait échapper. Et si par malheur il m'arrivait encore d'évoquer l'amour, elles me traitaient de folle, me disaient que j'étais égoïste et puérile, que je manquais de cœur et n'avais pas le sens de la dignité. J'étais belle, ce n'était pas à moi de courir vers mon futur mari. C'était plutôt à lui de tout faire pour me mériter. Ma tante me répétait tous les jours, n'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime si tu veux être heureuse. Plus personne ne me menaçait. Tout était si désormais dit.
bien évidemment. On attendait de moi que je sois digne et que je me plie à nos traditions. Je n'étais même plus un problème. Je devais obéir tout simplement. Ni mon père et encore moins mon oncle ne pensaient à me dire autre chose. Ils avaient tout simplement fixé une date, la date qui devait m'enchaîner à vie. C'est Gogo Néné qui m'en informa. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas riposté. J'étais déjà morte à l'intérieur. J'avais de la chance, me dit-elle en souriant. Elle était déjà très longue, la liste des prétendants que j'avais éconduits. J'avais failli finir vieille fille. C'est dans l'ordre des choses que le père choisisse l'époux de sa fille. Cela s'était passé ainsi pour mes six grandes sœurs, pour mes cousines, pour ma mère et même pour elle, ma tante. Je n'étais pas différente. Je devais marcher dignement comme toutes les autres avant moi. Une fois encore, j'avais de la chance. On me laissait le temps de me présenter à mon examen. On me laissait la chance d'avoir un diplôme même s'il ne servirait à rien. Au moins aurais-je la vanité de me dire diplômée. Le mariage aurait lieu immédiatement après l'examen. J'avais de la chance. Mon père et mon fiancé tenaient compte de mes ambitions. J'avais vraiment de la chance, répéta ma tante Néné. La date de mon mariage fut fixée pour les prochaines vacances, le même jour que celui de ma sœur hindoue avec Moubarak, notre cousin. En attendant, je pouvais continuer d'aller au collège et de préparer mon examen. Ainsi s'achève notre chapitre 6. Que de mots me viennent encore à l'esprit. Elle avait de la chance. Le mariage est une question de responsabilité, est une question d'honneur. Elle avait encore de la chance qu'on la laisse terminer ses études, c'est-à-dire qu'on lui laisse le choix de passer l'examen. Elle avait encore de la chance d'être courtisée par un homme parce qu'elle était belle. Toutes ces paroles tournent encore en bourrique dans ma tête. Le mariage, une question d'honneur. Et il y a une phrase qui m'a marquée lors de ce chapitre 6, lorsqu'elle a dit qu'elle était morte de l'intérieur. Effectivement, je l'avais dit lors des chapitres précédents que c'était comme si on te tuait de l'intérieur, comme si tu étais déjà morte, mais tu vivais comme ça par sursis. Un homme plus âgé qui a le double, voire le triple de son âge. Une jeune fille à peine sortie de l'adolescence. On la forçait malheureusement à se marier avec un homme beaucoup plus âgé, étant riche, alors qu'elle n'avait aucun sentiment pour cet homme. Et ce jeune à qui elle avait été promise, qui avait fait vents et pieds, tout ce qu'il avait pu faire, mais son père n'a pas voulu entendre raison, car il se disait que s'il rompait cet engagement-là, il allait tout perdre. Cet homme était son principal fournisseur et c'était un homme politique. Tout allait lui tomber dessus. Et donc pour lui, c'est vrai que c'était un mariage, mais c'était encore plus qu'un mariage. Parce qu'à bien y penser, c'est la famille qui gagnait encore plus, mais pas la jeune fille. Car elle, on ne faisait fi de ses sentiments, on ne s'intéressait pas à ce qu'elle pouvait ressentir, car son papa a dit, le mariage n'est pas une question de sentiments. Encore une phrase qui me revient encore, lorsqu'il disait que sa tante lui disait de marier plutôt celui qui l'aimait et non celui qu'elle aimait. Eh bien, cette phrase, nous l'avons entendue plusieurs fois au cours de notre vie. Et je me souviens que mon professeur de première nous répétait tout le temps, mariez celui qui vous aime et non celui que vous aimez. On oublie aussi que le cœur a ses raisons que la raison ignore. On oublie aussi que lorsqu'on tombe dans un mariage qu'on n'aime pas, c'est vraiment difficile, tout t'énerve. Pour rien, tu es énervé. Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'était comme si tu es obligé de subir cette personne au quotidien. Et c'est ce qui est fâcheux dans cette histoire de mariage forcé. Et vous, que pensez-vous? Aurait-elle pu défier son père alors que son père la menaçait de répudier sa mère? Quel horrible chantage on peut faire à sa fille. Elle n'avait pas le choix. Elle était pieds et mains liés dans ce mariage qu'elle devait accepter contre gré. Car c'était au risque qu'on répudie sa propre mère et elle ne pouvait pas vraiment vivre avec cela tout le reste de sa vie, que sa mère soit répudiée. Non, elle ne pouvait pas l'accepter. C'était un horrible chantage auquel elle se devait de céder. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre suivant. Bye!